vérifier une vibration. Donc, j'ai eu la chance de le faire récemment. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est que j'ai une amie que je connais qui m'a invité à une rencontre d'amis par rapport à des gens pour parler de conscience supramentale en me mentionnant qu'une personne clé qui a connu Bernard de Montréal pendant plusieurs années, c'est-à-dire cette personne-là l'a connu avant qu'il vive le processus de la fusion, dans les années qui ont suivi, où il a donné des conférences, des séminaires, et aussi dans les derniers moments de son existence alors qu'il était atteint d'un cancer. Donc, en me mentionnant que cette personne-là allait être là, je me suis dit, bien, je pourrais aller à cette activité de rencontre amicale pour lui proposer en personne de réaliser une entrevue avec moi sur YouTube pour le bénéfice du public et les historiens sans doute du futur qui seraient intéressés lorsqu'ils réaliseront l'impact qu'a eu cet individu, donc Bernard de Montréal, sur l'évolution de la conscience, en savoir un peu plus sur lui avec un témoignage de première main. Donc, étant donné que c'est la seule personne à ma connaissance que je pourrais interviewer qui a connu Bernard de Montréal avant qu'il devienne public et qu'elle l'a connu avant le processus de la fusion en 1969, puis dans les années qui ont suivi jusqu'à sa mort. Donc, c'est sans doute un témoignage inestimable concernant cet individu qui a initié le mouvement de la conscience supramentale au Québec. Et puis aussi, j'allais à cette rencontre-là dans l'optique que le fait que, étant donné que les gens vieillissent, étant donné que cette personne-là avance en âge, c'est probablement l'une ou peut-être la seule occasion que j'ai de lui proposer de réaliser cette entrevue. Donc, c'est une occasion unique. Et par rapport à tout ça, bien, j'ai accepté, c'est sûr, d'aller à cette activité-là, même si pour moi, sur le plan personnel, ça m'impliquait de me déplacer sur une longue distance, faire un peu plus de 3 heures de route, plusieurs centaines de kilomètres. J'allais aussi pour voir d'autres amis là-bas, là, naturellement, là, c'était pas juste par rapport à cette personne, mais j'avais comme objectif de lui proposer en personne de réaliser avec moi une entrevue pour que les gens présents bénéficient de son témoignage de première main, qui serait sans doute l'un des plus complets que je pourrais recueillir concernant l'existence de Bernard de Montréal. Et cette perspective de me déplacer pour ça, à quelque part, j'ai vérifié intérieurement si la vibration me donnait une mesure que ça allait fonctionner dans l'optique d'une entrevue, puis ça me dit non. Donc, un peu décevant comme réponse interne avant d'assister à ce souper rencontre. Mais, je me suis dit, je vais aller vérifier la vibration concrètement. Alors, j'ai pris mon automobile, j'ai parcouru pendant plus de 3 heures, plusieurs centaines de kilomètres de route. Et puis, j'ai assisté au souper rencontre, j'ai parlé avec différentes personnes, il était agréable. Et puis, à un moment donné, j'ai été voir cette personne-là. J'ai commencé à lui parler. Et puis, à un moment donné, est venu le moment de vérité. C'est-à-dire le moment où c'est là que j'allais voir qu'est-ce qu'il y en est réellement. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Et là, j'étais un petit peu stressé, comme on dit. Et là, j'ai demandé si elle voulait que je fasse une entrevue avec elle, en lui expliquant que j'ai fait des entrevues avec des gens qui ont connu Bernard de Montréal. J'ai fait des entrevues aussi avec des gens qui canalisent pour aller dans le sens du mouvement de la conscience supramentale et de son rayonnement. Et puis, elle a refusé. Donc, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas sortir publiquement présentement. Et puis que, à quelque part, ça a confirmé la vibration que j'avais. C'est sûr qu'à l'avenir, il faut que je sois capable de fonctionner avec une vibration de quelque chose sans avoir à la vérifier dans l'expérience. Par contre, compte tenu des implications que ça pouvait avoir, parce que ça aurait fait sans doute une très bonne entrevue avec cette personne-là clé qui a connu Bernard, bien, j'ai quand même vérifié à travers l'expérience si c'était bel et bien un nom réel. Et puis après m'être déplacé dans un long périple en auto,
et lui avoir parlé. Ça a été un non, puis c'est correct. Parce que, dans le fond, par la suite, ce qui m'est venu en tête, c'est que fondamentalement, ce qui est plus vibrant, c'est pas de recueillir des témoignages concernant des gens qui ont connu Bernard, bien que ça peut avoir une certaine utilité, mais ce qui me fait plus vibrer, là, c'est de intégrer cette instruction-là, puis de vivre la conscience au quotidien, puis libérer des peurs que je peux avoir. C'est tout simplement ça, l'essentiel. Néanmoins, cette personne a été très courtoise avec moi. Elle a accepté de discuter avec moi, de répondre à certaines questions que j'avais par rapport à Bernard. Donc, ça a été l'occasion d'échanger. J'ai appris des choses intéressantes, comme par exemple, Bernard de Montréal avait une mère d'origine francophone et un père anglophone. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il était bilingue. Par la suite, c'est sûr, en ayant deux parents qui parlent deux langues différentes, issues de deux cultures différentes, ben, ça lui permet de ne pas être cloisonné dans la forme que représente une culture particulière. Donc, ça lui permet d'être plus vaste que quelqu'un qui est juste dans une culture. Donc, il y a des éléments comme ça qui m'ont fait des prises de conscience, dont elle mentionnait que Bernard de Montréal parlait 3 langues, c'est-à-dire parlait espagnol, il a été d'ailleurs au Mexique, parlait anglais, il a été aux États-Unis, et parlait français. Et c'est sûr que par rapport à cela, il a choisi de diffuser l'instruction supramentale ici au Québec, étant donné, entre autres, que les gens, plus particulièrement au Québec, ont souffert de la religion catholique, entre autres, qui avait été très sévère, qui avait été ici au Québec quelque chose qui a été très lourd. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il existe des sondages en lien avec ça, puis il y a des opinions aussi par rapport au fait que les gens au Québec veulent davantage être laïcs que d'autres endroits au Canada. Donc, c'est sûr qu'entre la religion protestantiste et la religion catholique, il y a beaucoup de gens qui ont mentionné que la religion catholique a été plus sévère. Puis le contexte social au Québec, si on pense entre autres au fait qu'il y avait une pression des religieux catholiques dans le passé à ce que les femmes aient des enfants à chaque année, en faisant du porte-à-porte les prêtres. Donc, on voit qu'on part de loin, puis c'est sûr que ça a occasionné beaucoup de souffrance. Puis si les gens ont souffert de quelque chose, ben souvent sont ouverts à quelque chose de nouveau qui peut leur être présenté, et ça peut favoriser l'émergence de cela. Donc, autrement dit, si les gens ont souffert de la religion catholique, en particulier ici, ben ça peut faire en sorte que par la suite, ils vont être davantage ouverts à intégrer l'instruction supramentale, à la différence de d'autres personnes qui ont moins souffert sur le plan religieux. Donc, ça, c'est un élément intéressant à prendre en considération. Sinon, on mentionnait que Bernard de Montréal était quelqu'un qui, en réalité, est venu ici pour présenter une instruction, puis entamer le passage de l'évolution à l'évolution. Et ça occasionne une réaction en chaîne. De ce que je comprenais, c'est un petit peu comme une réaction qui se produit dans un réacteur nucléaire. Donc, autrement dit, pour parler de ça intelligemment, j'ai décidé d'aller sur Wikipédia. Pendant que je vous parle, je vais vous lire une petite description tirée de cette encyclopédie en ligne pour aborder cela. Donc, dans le domaine du nucléaire, une réaction en chaîne se produit lorsqu'un neutron cause la fission d'un noyau fissile, produisant un plus grand nombre de neutrons qui, à leur tour, causent d'autres fissions. Donc, autrement dit, il y a un neutron qui va heurter par la suite un noyau et qui va générer d'autres neutrons qui vont heurter d'autres noyaux, puis là, ça s'enchaîne. Puis là, à ce moment-là, il y a cette réaction qui devient exponentielle. Et c'est sûr que c'est intéressant parce qu'autrement dit, ça prend un initié qui vient sur la Terre, qui va avoir un impact sur le noyau de l'individu, c'est-à-dire sa psyché, qui va l'altérer, donc faire rayonner une vibration supramentale. Puis si la vibration pénètre l'individu auquel il est exposé, ben à ce moment-là, cet individu va être porteur d'une vibration différente qui peut rayonner à d'autres individus dans son environnement, que ce soit les membres de sa famille, ses amis, qui indirectement vont être impactés par cette vibration-là.
Et puis ces gens-là peuvent rayonner un peu cette vibration-là à l'image de neutrons sur d'autres individus qui ont un impact sur d'autres particules, qui ont un impact sur d'autres particules, puis ainsi de suite. Puis éventuellement, ben, c'est toute l'humanité qui va bénéficier de ce rayonnement énergétique qui aura été initié par un individu. Donc, c'est sûr que c'est intéressant à aborder comme parallèle. Sinon, cette personne-là, ce qu'elle mentionnait, c'est que Bernard de Montréal était un Melchisédek et qu'il fait partie de la régence planétaire. Donc, les gens qui s'occupent de faire la gestion de la Terre, dit autrement le gouvernement supramental qui veille à l'évolution de l'humanité. Donc, son témoignage qu'elle m'a partagé d'une manière verbale, parce qu'elle était ouverte de discuter avec moi de Bernard, avec courtoisie, est intéressant. C'est sûr que sa parole était très ajustée, et puis ça a donné place à une discussion intéressante. Mais c'est sûr que par rapport à cette expérience-là, ça m'a amené à réaliser l'importance qu'à quelque part, à un moment donné, faut que j'aille au-delà de la vérification expérientielle. Donc, c'est sûr que si la vibration que c'est non, à un moment donné, il faut que je l'assume et que je n'ai pas nécessairement besoin de demander à la personne concernée si c'est non. Donc, ça revient au principe de suivre la vibration. Mais, en cas de doute, ça peut être pertinent de vérifier aussi avec la personne. Et c'est sûr que aussi, ça m'a permis de pratiquer le lâcher-prise. Parce que là, si moi, je me crée une attente que cette personne-là puisse accepter une entrevue alors que je me déplace sur plusieurs centaines de kilomètres, si j'aurais été moindrement dans une attitude d'orgueil qui veut, d'ego qui veut s'acharder, ben, j'aurais pu revenir à la charge plusieurs fois auprès d'elle puis insister que je me suis déplacé sur de longues distances pour la rencontrer puis lui mettre de la pression pour faire une entrevue. C'est ce que j'ai pas fait. Donc, j'ai tout simplement offert une fois, poliment, avec courtoisie, puis je ne suis pas revenu à la charge, même si à l'intérieur de moi, je pouvais capter qu'à quelque part, j'avais un peu le désir d'en revenir à la charge, mais j'ai pas parlé dans ce sens-là. Donc, ça m'a permis aussi de travailler le lâcher-prise, parce que là, quand on est si proche du but, donc cette personne-là, que probablement que je ne reverrai jamais là, dans mon existence, des fois, on peut avoir le goût d'insister. Un peu comme dans le film d'Indiana Jones. Il y en a peut-être parmi vous qui ont écouté comme moi. C'est un des films les plus populaires qui a été fait au cinéma. Donc, Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Donc, le troisième film d'Indiana Jones où il rencontre son père. Donc, où l'acteur Harrison Ford rencontre Sean Connery, qui incarne le père d'Indiana Jones. Et puis, cet épisode se rapporte à la recherche du Saint Graal. Donc, la coupe qui donne accès à la vie éternelle si l'individu boit dedans, donc à l'immortalité physique, ce qui n'est pas rien comme quête. Donc, dans le film, ce qui est intéressant, il y a un passage vers la fin où après avoir passé plusieurs épreuves pour aller dans un temple et avoir recueilli la coupe du Saint Graal, eh bien, il y a une dame qui est impliquée dans ce périple en compagnie d'Indiana Jones. Et elle veut sortir le Saint Graal du temple alors qu'elle n'a pas le droit. Et là, elle insiste en tant qu'égo pour bénéficier de l'immortalité que le Graal lui permet d'accéder. Puis elle veut l'amener ailleurs du temple. Et au moment qu'elle veut faire ça, le temple commence à s'effondrer. Et là, à un moment donné, elle tombe dans une crevasse. Et puis, elle aboutit à un endroit, donc en périphérie d'une crevasse, d'une main. Indiana Jones essaye de l'enlever, puis de l'autre, elle essaye d'attraper le Graal qui est à l'intérieur d'une crevasse, mais pas tomber en son sein. Donc, elle est sur une paroi, et elle y touche presque. Puis là, elle désire de l'ego de s'emparer du Saint Graal. Mais là, elle fait pas le lâcher prise. Fait que là, elle essaie de l'attraper, puis pendant ce temps-là, sa main glisse d'Indiana Jones qui essaie de la rattraper puis de la sortir du trou. Et sa main lâche celle d'Indiana Jones. Donc, vu qu'elle ne fait pas de lâcher prise, ben, elle perd la main, puis elle tombe dans le trou, puis elle meurt comme ça. Ensuite, eh bien, il y a un tremblement de terre qui fait en sorte que Indiana Jones lui-même tombe sous la crevasse et il est sur le bord d'attraper le Saint Graal. Et là, son père l'amène à faire le lâcher-prise en lui demandant de lui donner l'autre main pour pas que la même situation qu'avec la femme se reproduise. Puis là, il dit « Je l'ai presque, là! J'y touche presque au Saint Graal! » Mais il fallait qu'il fasse le lâcher-prise. Et à ce moment-là, il a donné son autre main à son père puis l'a remonté avec les deux mains là, pour le sortir du trou.
Puis le Saint Graal a été perdu à jamais dans cette histoire. Mais Indiana Jones est toujours en vie. Fait que la morale de l'histoire, c'est qu'on peut être proche d'un but, le frôler presque, mais il faut être capable de faire preuve de lâcher prise. Donc, des fois, à travers les films comme ça, que ce soit Indiana Jones, il y en a d'autres aussi, ça nous permet de réaliser des principes de conscience. Donc, l'importance ici que l'ego lâche prise, parce que sans ça, si ça chante trop, un peu comme la dame qui est morte dans le trou, ben, c'est là que ça crée des problèmes. Donc, tout ça pour vous dire qu'en réalité, ce que je réalise, c'est que chaque chose a une vibration. Puis c'est pas l'ego qui décide de la vibration, c'est les plans. L'ego peut tout simplement l'intercepter. Donc, c'est sûr que si les plans, dans le fond de ce que je capte, me disent que non, cette personne-là t'accordera pas une entrevue, je peux accepter le non comme ça, ou je peux aller vérifier. Donc, vérifier la vibration dans l'expérience, c'est-à-dire aller rencontrer cette personne-là, puis lui demander acceptez-vous de me faire une entrevue avec moi? Et là, je peux avoir la confirmation que c'est un non, donc la vérification expérientielle. Mais avec le temps, je dois apprendre en tant qu'ego, c'est pour ça que je vous le partage, il y a peut-être des gens dans la même situation que moi, de suivre une vibration pour ne pas perdre de temps puis d'énergie. Là, c'était pas vraiment une perte de temps et d'énergie, étant donné qu'au souper rencontre, j'allais pas juste pour ça. Il y avait d'autres amis que ça faisait un bout de temps que j'avais pas vu, que ça m'a permis de revoir de nouveau. Fait que j'ai eu quand même le plaisir de discuter avec eux, passer du temps avec un repas. Donc, j'ai pas ressorti déçu de l'expérience, parce que j'ai quand même eu le plaisir de discuter, d'échanger avec des personnes significatives. Mais si j'avais été là juste pour ça, en tant qu'ego, puis je m'aurais fait des attentes, ben là, j'aurais souffert. D'où la capacité de se détacher des attentes. Puis j'ai réalisé aussi que, essentiellement, ce qui me fait plus vibrer, c'est pas de recueillir des témoignages des gens, c'est plus être en mode canalisation avec eux, puis d'explorer du nouveau matériel, puis surtout du matériel qui m'amène à m'ajuster en tant qu'ego, puis d'évoluer. Autrement dit, par exemple, de confronter mes peurs. Donc, si on a la peur, par exemple, de faire quelque chose qui n'est pas fondé sur du réel, ben, c'est de la dépasser, puis de regarder aussi comment que l'ego vibre. Je vous donne un exemple très concret, c'est que j'ai eu un accident d'automobile où mon auto a glissé sur la glace il y a à peine quelques semaines. Ensuite, ça a été une perte totale. Et puis, j'avais à vérifier, à travers cette expérience, de me déplacer pour faire ce voyage sur plusieurs kilomètres, si à un moment donné, dans ce parcours qui a duré plus de 3 heures pour me rendre à l'activité, ensuite de revenir à l'activité chez moi, si à un moment donné, j'allais vibrer à la peur, à la crainte, que j'avais eu de l'anxiété, étant donné que présentement, il y a encore de la neige où je vous parle, il peut y avoir encore de la glace. Donc, est-ce que je vais avoir de l'anxiété à me déplacer en hiver, alors que j'ai eu une automobile avec laquelle j'ai eu un accident où j'ai glissé l'hiver avec elle sur la glace? Donc, ça me servait aussi à me donner une mesure de cela. Et la réponse, c'est non. Ça s'est bien passé. J'ai pas eu de transpiration excessive, de sueur froide, de stress, de tension interne à me déplacer sur de longue distance. Donc, autrement dit, l'expérience m'a donné de ce voyage une mesure que, quelque part, je ne vais pas rester avec de la peur suite à l'accident d'automobile que j'ai connu. Fait que c'est très intéressant. Puis c'est sans doute l'un des plus grands apports de ce voyage-là. C'est-à-dire me donner une mesure concrète de ce que j'en suis. Et c'est sûr que avec le temps, ce que je réalise, ce qui est fondamental, c'est de vaincre les peurs que je peux avoir. Donc, être capable de rester centrique, de ne pas vibrer à l'anxiété, à la crainte qui déstabilise. Essentiellement, l'intégration d'une conscience au quotidien, c'est ça. Puis c'est plus fondamental que de recueillir des témoignages de gens qui parlent de conscience, parce que l'intégration dans sa vie, c'est à travers la capacité de composer avec les événements, puis faire des mises en action, puis pas être arrêté par la crainte. Parce que si, par exemple, suite à mon accident d'automobile, je m'étais mis à avoir peur de me déplacer sur des longues distances, ben là, je me prive de rencontrer des gens agréables, puis de discuter avec eux, puis ça devient extrêmement limitatif. Donc, il faut être capable de vivre des choses qui sont parfois désagréables, mais de ne pas s'arrêter à ça pour être capable de rester mobile, de rester fluide, puis de conserver la capacité à suivre la vibration. Donc, si la vibration de rencontrer des gens, à ce moment-là, c'est être capable de suivre ça au lieu de m'empêcher d'y aller pour des raisons de peur et d'insécurité suite à un accident parce que je réfléchis l'accident. Donc, c'est sûr que juste par rapport à ça, ce voyage-là aura été utile pour moi puis une mesure.
Donc, voyez-vous ce que je veux en venir? C'est-à-dire que, à quelque part, l'essentiel, c'est d'être capable de rester centrique. C'est tout simplement ça l'intégration de la conscience. C'est ma compréhension que j'en ai présentement. Donc là, je vous laisse. Je vous remercie de votre écoute encore une fois et vous dis à bientôt.